Bonjour et bienvenue dans cet deuxième épisode mensuel au sujet de mon projet de micro-ferme dans le Corrèze qui s'appelle Art des Champs. Dans ces premiers épisodes, je suis désolé, mais je vais juste monologuer pas mal sur la réflexion et le contextuel du projet. Et comme je suis que novice dans l'apprentissage des logiciels audiovisuels, côté visuel, mes excuses, mais vous n'aurez qu'une pauvre défilé d'images d'anciens jardins ou de mon travail dans d'autres domaines. Vous n'allez rien voir encore du nouveau projet car nous sommes que dans le stade réflexion et je veux tout d'abord vous transmettre l'esprit de ma réflexion sans que ça soit influencé par des choses spécifiques dans le projet lui-même. Et avant même de déterminer nos objectifs, nous avons besoin tout d'abord de se poser un contexte et même beaucoup de contexte, car il se trouve qu'un contexte bien informé évite des questions précoces et des commentaires bêtes et inutiles par la suite. En fait, la bonne pose contextuelle est la base pour tout ce qui est utile en intelligence collective et pas que pendant les stages de CNV où tout le monde est gentil par définition, au moins pendant la durée du stage. En fait, la bonne mise en contexte marche bien aussi dans la vraie vie, où il peut y avoir des pressions externes, des imprévus et même des cons. Mon expérience personnelle ici, en réalité version 1.0, m'a appris que la bonne communication contextuelle est l'outil le plus simple et le plus efficace pour instaurer de l'autonomie harmonieuse au sein de presque n'importe quel groupe d'êtres humains. Parfois, vous voyez, je suis sollicité pour la gestion des chantiers participatifs et en plus dans les situations assez improbables, genre avec un groupe de demandeurs d'asile venus de 6 ou 7 cultures différentes, juste pour exemple. Et donc, pour être tranquille dans mon rôle de chef du chantier et d'éviter de devoir faire du micromanagement sur tous les fronts à tout moment pour maintenir mon pouvoir, l'outil le plus puissant que j'ai sous le coude est de donner aux participants autant d'informations que je peux et dès le début du chantier. En fait, il faut juste pouvoir leur raconter toute une histoire pour que tout le monde s'approprie correctement le contexte dans sa globalité et donc se sent inclus dans l'aventure. Il se trouve que plus les participants du chantier sont au courant de la situation, plus ils sont capables de prendre les décisions tout seuls. Et donc, par définition, moi je me retrouve moins sollicité pour jouer le rôle d'exécutif et le plus rapidement je me retrouve bien heureux ayant provoqué ma propre chômage technique et en mesure de reprendre ma pioche, mais avec un bon salaire d'encadrant technique. Sauf que ici, sur YouTube, nous ne sommes pas en plein air sur un chantier participatif rempli de gens bienveillants. Ça risque d'être tout l'inverse en fait, car nous sommes carrément dans le royaume obscur, binaire et sans nuance des réseaux sociaux, où tout et n'importe quoi peut et va arriver, fidèlement suivi par son contraire exact, quelques commentaires plus tard. Et donc c'est pour ce raison-là en particulier que j'ai choisi de commencer par un bon vieux monologue, car le contexte est très particulier, et j'ai envie que cette grande aventure se passe aussi bien que possible pour tous les parties concernées, malgré le fait que l'histoire que je vais vous raconter a de quoi ne pas plaire à tout le monde. Alors, ça ne veut pas dire non plus que vous devrez juste fermer vos gueules et pas mettre des commentaires. Si vous avez quand même des questions légitimes, postez-les. Bien sûr, je ferai mon mieux d'inclure les réponses dans les vidéos suivantes au fur et à mesure que le contexte l'exige. Mais je veux vous prévenir, que ce soit sur Facebook, Twitter ou YouTube, vous ne me verrez que très peu dans les sections commentaires. Déjà, je n'ai pas le temps de m'en occuper. Donc, il va falloir être un peu patient pour avoir des réponses à vos questions. Mais bon, si vous êtes des vrais jardiniers comme moi, la patience ne devrait pas être un problème pour vous. Et donc, passons maintenant à ma deuxième avertissement. Je veux vous rappeler que je pratique un art martial britannique qui s'appelle l'autodérision. Et ceci est très utile pour arrondir ses fins de mois devant tant de futilité existentielle. En fait, c'est un style de vie et une philosophie complète, très adaptée aux cieux grises et de ne jamais gagner au sport que nous avons inventé. Sans parler du smog et d'avoir grandi en mangeant régulièrement des tranches de mauvais pain de mie, soigneusement grillées à sec, juste pour être ramolli par la suite, noyé futilement dans un tapis de coco blanc enrobé en sauce dite tomate. Quelle vie!
L'autodérision aide beaucoup les Britanniques avec le complexe de culpabilité culturelle associé au fait qu'à l'époque des trois grands empires européens, c'était nous qui avions le plus grand. L'humour et la comédie et surtout la provocation sont parmi mes vecteurs préférés pour transmettre des informations pertinentes et ceci exige parfois donc de généraliser, chose qui semble être un crime dans les réseaux sociaux en 2019, un crime qui porte souvent la haine de mort directe sans même passer par un tribunal quiconque. Donc, si vous vous sentez concerné par mes remarques, respirez 3 fois, rire un petit peu et rappelez-vous que ce n'est pas personnel. Ça ne peut pas être personnel. Je ne vous connais pas. C'est juste la technique d'expression de ma part. Donc maintenant que vous êtes bien prévenu que ça ne va pas du tout vous plaire, la question se pose, qu'est-ce qu'on va faire avec la permaculture en France maintenant que tout le monde a été très déçu par le temps perdu dans l'assemblage des buts dites auto-fertiles? Est-ce qu'on ne pourrait pas remplacer des buts, peut-être par des objectifs bien définis, car avoir des objectifs bien définis, par définition, nous aide à les atteindre. Bon, ça paraît être complètement évident une fois que je le dis, mais si je le dis, croyez-moi, c'est parce que je trouve que le nombre de personnes qui sont pas très claires avec leurs objectifs se trouve être assez vaste, et même si j'ose le dire, j'ai trouvé qu'il y a même une partie de le spectre politique qui ont une espèce de réaction allergique à des mots comme objectif, projet et stratégie. C'est comme si, pour ces gens-là, que ces 3 concepts étaient des sales mots qui n'appartenaient que aux grands méchants capitalistes dits ultra-libéraux. Et rien de le fait de mentionner son projet à table est une atteinte à l'édifice de la solidarité centralisée et les narines des extrêmes gauchistes s'ouvrent réflexivement comme si on venait de chier au milieu de la pièce. Donc des fois, mieux vaut juste fermer sa gueule. Mais en fait, les objectifs, des projets et des stratégies sont de très bonnes choses à avoir dans sa vie, surtout si vous êtes en quête de sens pour améliorer demain. Ce n'est pas parce que des méchants s'en servent que l'outil lui-même est forcément mauvaise. Et même j'irai jusqu'à dire, pour les complotistes, que ça joue directement dans les mains des corporations prédatrices de s'en priver de leurs meilleurs outils dogmatiquement, comme si nous manquait tant de fibres morales à un tel point que c'est l'outil lui-même qui va nous corrompre dès qu'on le prend en main. Si nous n'avons pas des objectifs clairs pour accompagner nos idéaux, nous n'aurons pas un bon design et c'est aussi simple que ça, car un bon design n'est pas que des courbes de niveau liées à des bassines de confiture et entourées par les 7 strates du forêt comestible avec une douche sèche et une toilette solaire au milieu. Le design en permaculture est un ensemble de solutions interconnectées intelligemment et avec holisticité et destinées à remplir des objectifs prédéfinis par le designer. Le design en permaculture est un ensemble de solutions interconnectées intelligemment avec holisticité et destinées à remplir des objectifs prédéfinis par le designer. Merci. Une fois que le design est en mode réalisation sur le terrain, nous mettons tous nos objectifs l'un après l'autre dans l'ordre en forme linéaire ou presque comme une série de marches sur un escalier qui nous mène vers le haut. Et on appelle cet escalier une stratégie. Et si nous n'avons pas d'objectifs, comment peut-on élaborer une stratégie pour les atteindre? Et si nous n'avons pas de stratégie, et c'est ici où le boucle se boucle, comment peut-on évaluer si nous avons bien avancé avec notre projet ou pas dans le temps? Car le bilan de choses faites au bout d'un certain temps, comparé à notre stratégie de départ, est un très bon vecteur à la fois qualitatif et quantitatif pour pouvoir se poser et se féliciter de temps en temps. Et il y a besoin, croyez-moi, car pour avancer avec ce genre de projet en permaculture, la triste vérité, c'est qu'au début, il faut se fouetter comme un âne tous les matins, car en permaculture, vous remarquerez bien, nous n'avons pas de chef, ni de patron, ni de syndicat pour nous fouetter à notre place. Donc c'est l'autoflagellation caffinée, matin, midi, et même parfois le soir.
Mais bon, n'ayez pas peur non plus, toute cette autodiscipline ne fait pas trop de mal, même au bout d'un certain temps, ça fait énormément, voire énormément de bien de savoir qu'on sait réussir des belles choses. Mais aux conditions qu'on sait s'arrêter de temps en temps aussi et en comparer nos bons résultats à nos propres objectifs. Après, bien sûr, avoir relativisé beaucoup sur l'écart perpétuel entre les deux, car franchement, si je suis honnête, nous sommes toujours, mais toujours en retard par rapport à notre imagination, mais je pense que c'est juste la nature de la condition humaine. Ceci dit, il ne faut pas trop relativiser non plus, car la comparaison de bilan et de stratégie peut servir aussi pour nous communiquer une lecture négative dont nous avons besoin d'entendre pour éviter des burn-out et la dépression. Si on se fouette comme une âne tous les matins et le bilan est toujours chiant, ben ça nous indique qu'il y a peut-être besoin de revoir notre stratégie. C'est bien Albert Einstein qui avait défini la folie comme étant la répétition d'un même geste en espérant avoir un résultat différent. Et la stratégie préécrite nous donne un mécanisme qui sert donc de garde-fou dans ce cas. Alors, si plusieurs changements de stratégie ne marchent pas non plus, ben, il faut penser très sérieusement à changer nos objectifs et passons à autre chose avec sa vie sur Terre. Donc, maintenant que nous savons à quoi servent les objectifs, comment va-t-on les définir? Alors, avant tout, il faut commencer par prendre un peu de recul. Donc, reculons. Non, plus loin. Non, plus loin. Plus loin. Car pour commencer, il faut commencer vraiment au début. Peu importe le projet, mais vraiment peu importe le projet, n'oublions pas que nous designons un projet pour les humains. Point barre. Si les besoins primaires des humains en question ne sont pas remplis, il n'y aura pas d'humains dans le projet. Au pire, il n'y aura que des humains qui sont bien déprimés et donc un jour, forcément par définition, comme toute pleine de projets en permaculture, ça tombe à l'eau ironiquement au milieu d'une sécheresse et il n'y a plus de projet. Et à ce stade-là, c'est grave docteur, car il ne reste que à demander à Agent Smith de nous donner une petite pilule bleue, car c'est la chimie à vie qui sera le seul moyen de pouvoir retourner à la patrie consummatrice d'où nous sortons sans devenir complètement fous. Ce que je veux dire par tout ça, c'est qu'avant de poser ces objectifs, je pense qu'il est l'heure de mettre en question très sérieusement tous ces messages vagues, moralisateurs et peu étayés, issus d'une communauté de pseudo-martyrs de la Sainte Église de la permaculture et de le non-agir, qui disent que la nature est plus importante que nous, les humains, car à force, ça devient juste une forme d'automépris très déprimant et dégoûtant, où on se dit beaucoup de choses qui ne marchent pas, comme « Il ne faut pas couper des arbres. Il ne faut pas manger des animaux. Il ne faut pas mettre de fumier dans la terre. Et il faut jamais retourner la terre. Jamais, jamais. Ça tue des vers de terre, ça. Et il faut pas couper de l'herbe non plus. Il faut laisser faire la nature. » Alors, si votre objectif est vraiment de faire du bien à la nature et à la terre, avec ces lunettes-là de mépris pour les humains en général, c'est probablement parce que vous êtes, sans le savoir, je vous accuse de rien, mais vous êtes, sans le savoir, toujours coincé dans un vieux schéma de pensée patriarcale. Et c'est surprenant d'entendre ça, je le sais. Donc, avant de dégainer sur vos claviers, laissez-moi vous expliquer. Le vieux schéma de pensée patriarcale dit que les humains et la nature sont deux choses à part et entières. Sauf que dans cette nouvelle version dite progressiviste de la même pensée, les deux pôles ont été inversés pour vous faire croire que c'est différent. Au lieu que ça soit l'homme, le maître de la terre, c'est en train de devenir la terre, la maîtresse de l'homme. Pas besoin de chercher plus loin comme preuve scientifique qualitative que tout extrême culturel invite tôt ou tard une apparition de son contraire exact et précis, et c'est ainsi que l'équilibre est maintenu dans l'univers.